Bonjour et bienvenue au 4e webinaire de notre série pour l'enregistrement REACH 2018. Mon nom est Adam Elouane et je serai votre modérateur. L'infographie que vous voyez sur votre écran présente un aperçu de toutes les phases requises pour un enregistrement réussi. Vous pouvez trouver ces phases expliquées en détail sur les pages REACH 2018 de notre site, ainsi que les informations essentielles, des guides et d'autres supports. Récapitulons ce que nous avons déjà vu dans les précédents webinaires. Dans le premier webinaire, nous avons décrit comment identifier les substances de votre portefeuille qui doivent être enregistrées avant la date limite de 2018 et comment s'y préparer. Le deuxième webinaire explique comment trouver vos co-déclarants et commencer à vous préparer à travailler ensemble. Le troisième expliquait comment s'organiser avec vos co-déclarants par le biais de forums d'échange d'informations sur les substances, mieux connus sous le nom de CIEF. Le webinaire d'aujourd'hui portera sur le type de données que vous devez recueillir pour le tonnage que vous souhaitez enregistrer. Il abordera également ce que vous devez faire avant de générer de nouvelles données pour votre substance et comment générer votre data gap. Le programme du webinaire devrait être visible sur vos écrans. Nous allons commencer par une présentation des informations requises pour votre enregistrement, suivie d'une deuxième présentation sur la façon de les remplir. Après cela, nous vous montrerons une vidéo où nous avons demandé à nos intervenants de partager avec vous des conseils pratiques pour les déclarants qui se préparent à l'échéance de 2018. Nous avons également un jeu de rôle montrant des situations que vous pourriez rencontrer lors de la préparation de votre dossier d'enregistrement et la mise en place de vos stratégies de test. Nous allons ensuite conclure avec une session de questions-réponses où une sélection des questions les plus récurrentes reçues par les cas sur le sujet seront couvertes par notre panel d'experts. Vous pouvez soumettre votre question à travers le panneau questions-réponses qui devrait être visible sur la fenêtre de votre webinaire. Au cours du webinaire, nos experts répondront à vos questions par le biais du chat en direct. Nous nous attendons à beaucoup de questions et pouvons ne pas être en mesure de répondre à toutes au cours du webinaire. Si votre question ne trouve pas de réponse, vous pouvez la poser à votre helpdesk national ou au helpdesk de l'ECA. Leurs coordonnées sont disponibles sur notre site web et vous pouvez les trouver en utilisant le lien visible sur vos écrans. Rappelez-vous que vous pouvez maximiser la petite fenêtre vidéo qui devrait être visible dans le coin supérieur droit de l'écran en double-cliquant dessus avec votre souris. Appuyer sur la touche échappe de votre clavier vous permet de revenir à la vue normale. Cela sera particulièrement utile lors de l'interview de l'industriel, le jeu de rôle et la session de questions-réponses à la fin du webinaire. Si vous rencontrez des difficultés avec l'outil de webinaire, vous pouvez contacter notre équipe de support technique par le panneau Q&A. Ce webinaire sera enregistré et publié sur notre site web peu après la diffusion. Tout le matériel que nous vous présentons aujourd'hui est disponible sur les pages web Enregistrement 2018 que vous pouvez trouver à partir de notre page d'accueil. Je cède maintenant la parole à ma collègue Catherine Cornu qui évoquera les informations dont vous avez besoin pour préparer votre dossier d'enregistrement pour les substances que vous produisez ou importez en quantité comprise entre 1 et 100 tonnes par an. Bienvenue à tous à ce webinaire. Mon nom est Catherine Cornu et je travaille sur les questions de l'enregistrement à l'ECA. Dans ce court exposé, je présenterai la 4e phase de notre planning pour un enregistrement réussi en 2018, faisant suite au précédent webinaire sur le partage des données. Dans cette présentation, je vais vous expliquer les principes de base pour l'enregistrement, mais des instructions étape par étape et des réponses aux questions fréquemment posées sont déjà disponibles sur notre site web. Il y a 5 activités clés dans cette phase de préparation à l'enregistrement. Vous devez d'abord déterminer quelles sont les informations requises, recueillir des données de danger et compléter les data gaps. Puis vous accorder quant à la classification et l'étiquetage dans le CIF, c'est-à-dire le forum d'échange d'informations sur les substances. Vous devez également recueillir des informations sur les utilisations de votre substance et en évaluer les risques et les mesures de gestion du risque. Je vais donc brièvement expliquer ces 5 étapes. Et mon collègue Andrea va ensuite vous expliquer comment les étapes 2 à 5 sont réalisées en pratique. Commençons par une brève présentation de la terminologie que nous utiliserons dans ce webinaire. Le danger correspond à la qualité intrinsèque d'une substance à causer des dommages à l'environnement ou à la santé humaine. Par exemple, l'explosivité, la bioaccumulation ou la génotoxicité sont des dangers. Le risque
est la probabilité que ce danger se produise. C'est le produit du danger et de l'exposition. Le danger est généralement déterminé par des tests standards. L'exposition est estimée à partir de l'utilisation de la substance tout au long de son cycle de vie. L'évaluation des dangers et des risques est cruciale pour les principaux objectifs de REACH, qui est de montrer que vous connaissez votre substance et ses dangers, et que les risques posés par votre substance sont contrôlés et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité. Votre première activité dans cette phase de préparation que nous avons déjà brièvement présentée dans le webinaire précédent est de connaître les données dont vous avez besoin pour l'enregistrement. Cela dépend de votre bande de tonnage et de si vous allez faire un enregistrement standard ou un enregistrement pour un intermédiaire sous conditions strictement contrôlées, ou SCC. Pour l'enregistrement d'une substance intermédiaire, vous aurez seulement besoin de fournir les données dont vous disposez et vous n'êtes pas obligé d'acheter des données supplémentaires. Pour un enregistrement standard dans la bande de tonnage 1 à 10 tonnes par an, vous devez fournir un ensemble d'informations physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. La liste des informations requises présentée ici est également disponible sur notre site web. Vous pouvez voir que pour un enregistrement standard dans la bande de tonnage 1 à 10 tonnes par an, vous avez normalement besoin de tests sur les animaux vertébrés. Dans la présentation suivante, vous verrez ce qu'il faut faire si vous n'avez pas fait ces tests par le passé, puisqu'avec le règlement REACH, les tests sur les animaux sont désormais réalisés en dernier recours. Les méthodes alternatives doivent être réalisées en priorité et vous devrez pouvoir prouver que vous avez eu cette démarche. Si votre substance est une substance à faible risque, à la bande de tonnage 1 à 10 tonnes par an, alors vous pouvez l'enregistrer en fournissant uniquement les informations physico-chimiques. La liste des substances que nous, à l'ECA, avons catégorisées comme substances à faible risque est publiée sur notre site web. Cette liste a été mise en place en utilisant des modèles pour prédire la toxicité et contient 65 000 substances. Pour un enregistrement standard à la bande de tonnage 10 à 100 tonnes par an, vous aurez besoin de fournir encore plus d'informations écotoxicologiques et toxicologiques sur votre substance, en plus des informations requises pour l'enregistrement à la bande de tonnage 1 à 10 tonnes par an. L'étape suivante consiste à recueillir les données sur les dangers représentés par votre substance. Vous en apprendrez plus à ce sujet dans la prochaine présentation. Ensuite, il s'agit d'évaluer les données et d'identifier les données manquantes en comparant vos données aux données requises et enfin, déterminer dans le CIF si vous avez besoin de générer de nouvelles données pour votre enregistrement. Nous avons préparé un guide pratique pour les managers de PME et les coordinateurs de REACH qui explique chacune des informations requises en quelques pages, indiquant également quelle expertise est nécessaire pour évaluer et compiler les données. Ce, afin de vous aider à prendre une décision si vous avez besoin d'externaliser certaines parties de ce travail. Ce guide sera disponible dans toutes les langues de l'Union européenne sur notre site. À la fin de cette démarche, le CIF doit collectivement avoir rassemblé un set complet de données adéquates qui satisfont aux informations requises pour votre enregistrement. L'étape qui suit concerne la classification et l'étiquetage. L'obligation de classer et d'étiqueter toutes les substances que vous mettez sur le marché découle de la réglementation CLP sur l'étiquetage, la classification et l'emballage des substances et des mélanges. Cette réglementation a pour but d'assurer une communication claire sur les propriétés des substances et des produits à ceux qui sont en contact avec ces substances. Vous avez probablement déjà notifié votre classification à l'inventaire de classification et d'étiquetage de l'ECA. Vous devez maintenant vous mettre d'accord dans le CIF sur la classification et l'étiquetage de la substance à partir des informations sur les dangers disponibles. Rappelez-vous que cet accord ne signifie pas nécessairement qu'il ne peut y avoir qu'une seule classification. Vous pouvez vous mettre d'accord sur plusieurs classifications et étiquetages pour les multiples compositions de la substance visée dans l'enregistrement. Ces multiples compositions peuvent être provoquées par les différentes impuretés ou les différentes formes, par exemple. Parallèlement à la collecte de données de danger,
Vous devez également recueillir des informations sur la façon dont votre substance est utilisée dans votre chaîne d'approvisionnement. Depuis la fabrication ou l'importation à l'utilisation sur des sites industriels, l'utilisation par les professionnels et les consommateurs, et ce, tout au long du cycle de vie de la substance. Vous êtes nombreux à également être des utilisateurs en aval. Je vous rappelle donc qu'en tant qu'utilisateur en aval, vous devez soutenir les déclarants ayant enregistré afin que vos substances clés soient enregistrées et que vos usages soient couverts dans leurs enregistrements. Comme indiqué sur la diapositive par l'un des experts de l'industrie qui a été actif dans les échanges au niveau de l'ECA sur les scénarios d'exposition, les utilisateurs en aval devraient unir leurs forces et développer des secteurs use maps afin que les personnes enregistrant les substances reçoivent les informations pertinentes sur les utilisations et les conditions d'utilisation dans un format harmonisé. Le but de cette démarche est que, à la fin de cette étape, les personnes enregistrant aient l'information pour procéder à l'évaluation de la sécurité chimique si nécessaire. La dernière étape de la phase 4 et d'évaluer le risque de la substance en fonction du danger et de l'exposition. Si vous trouvez que le risque dépasse les limites de sécurité, vous devez mettre en œuvre des mesures de gestion des risques et définir les conditions d'une utilisation sûre de la substance pour recalculer votre risque. Si vous fabriquez ou importez votre substance à plus de 10 tonnes par an, vous devez documenter votre évaluation de la sécurité chimique dans un rapport sur la sécurité chimique ou CSR. Le CSR fera également partie de votre dossier d'enregistrement. Vous avez besoin d'un CSR, même si votre substance est non classée. Cependant, si votre substance est classée, votre CSR doit inclure en plus une évaluation de l'exposition ainsi que des scénarios d'exposition décrivant les conditions d'utilisation en toute sécurité. Après avoir réalisé ces étapes, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour préparer le contenu de votre dossier d'enregistrement. Rappelez-vous que les personnes enregistrant la même substance doivent enregistrer conjointement. Le lead registrant ou déclarant principal devra soumettre son dossier en premier, mais tous les déclarants doivent soumettre un enregistrement individuel. Les données sur le danger, c'est-à-dire les propriétés physiques et chimiques, les données toxicologiques et écotoxicologiques, sont contenues dans le dossier du déclarant principal, même si tous les membres sont responsables du contenu. La classification et l'étiquetage sont également reportés dans le dossier du déclarant principal, et la description générale de la substance est approuvée par tout le CIF. Vous pouvez, sous certaines conditions, et si cela est justifié, présenter certaines de ces données séparément, c'est-à-dire dans votre dossier d'enregistrement individuel plutôt que dans le dossier du déclarant principal. Il s'agit d'un opt-out. Chacun des membres doit fournir ces données spécifiques, incluant l'identité de la substance, dont nous avons discuté dans le premier webinaire, y compris ses propres concentrations, les impuretés spécifiques, les utilisations et les conditions d'utilisation dans sa propre chaîne d'approvisionnement tout au long du cycle de vie de la substance. Le rapport sur la sécurité chimique peut être présenté conjointement par le lead registrant au nom de l'ensemble du CIF, ou alors il peut être soumis séparément par chaque membre. C'est donc un choix à faire au sein du CIF. Si vous vous joignez à un CIF et achetez une lettre d'accès pour une substance qui est déjà enregistrée, il est important que vous vérifiez que votre substance correspond à la description générique de la substance et s'il y a un CSR joint qui couvre vos utilisations et les conditions d'utilisation. Nous avons maintenant parlé des 5 principales étapes de la 4e phase de votre planning pour l'enregistrement de 2018 et je vais conclure avec quelques messages à retenir sur cette présentation. Il est important que vous compreniez quelles sont les informations requises, de sorte que vous puissiez construire un dossier complet et conforme. Rappelez-vous que la complétude des dossiers est vérifiée par l'ECA lorsque vous soumettez, avant qu'un numéro d'enregistrement vous soit attribué. Si vous soumettez un dossier incomplet, vous prenez donc un risque quant au bon déroulement de votre enregistrement. Si votre substance a déjà été enregistrée et que vous êtes un membre de la soumission conjointe, il est toujours important de comprendre quelles sont les informations requises
de sorte que vous compreniez ce à quoi vous prenez part et que vous puissiez vous assurer que vous ne payez pas pour des données dont vous n'avez pas besoin pour votre bande de tonnage. Si vous trouvez que des données manquent pour réaliser votre enregistrement, rappelez-vous que vous devez obtenir un accord dans le CIF sur la façon de générer les nouvelles données. Examinez attentivement les données sur les dangers que vous recueillez ou générez dans le CIF et vos informations sur l'exposition. Certaines de ces informations peuvent être nouvelles pour vous et vous pourriez avoir besoin de repenser les mesures de gestion des risques que vous aviez mises en place pour vous assurer et assurer à vos clients une utilisation de la substance en toute sécurité. Vous pourriez également être amené à mettre à jour votre FDS. Rappelez-vous que des aides sont disponibles auprès de votre helpdesk national, des associations d'industriels et sur le site de l'ECA en cliquant sur la bannière REACH 2018. Ceci conclut ma présentation pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci Catherine. Maintenant, mon collègue Andrea Gissi va parler de la manière de compléter ces informations requises dans la pratique. Bienvenue à la deuxième partie de ce webinaire. Je suis Andrea Gissi et je travaille dans l'unité d'évaluation numérique et de diffusion à l'ECA. Nous avons entendu ma collègue Catherine parler du type d'informations nécessaires pour votre enregistrement. Dans cette présentation, je vais parler de la façon de collecter et de générer les informations dont vous avez besoin. Comme nous l'avons vu dans la présentation précédente, voici les 5 points présentés dans cette quatrième étape pour REACH 2018. Comprendre vos informations requises, recueillir les données de danger et remplir les data gaps, s'accorder sur la classification et l'étiquetage au sein du CIF, recueillir des informations sur les utilisations et évaluer les risques et les mesures de gestion des risques. Je ne vais pas couvrir l'étape 1 concernant les informations requises. Pour cela, je vous conseille de jeter un œil au support sur nos pages web REACH 2018 pour les phases 1 et 4. Nous avons préparé ce document pour vous aider à conclure quant aux informations nécessaires. Je vais surtout mettre l'accent sur les informations sur les dangers et en particulier les alternatives à l'expérimentation animale. Mais je vais aussi vous donner quelques conseils sur les usages en classification et sur l'évaluation des risques. Cette diapositive résume les étapes à suivre pour obtenir les informations requises à propos du danger de votre substance, recueillir toutes les informations disponibles, tenir compte des informations nécessaires, identifier les informations manquantes et générer de nouvelles informations. Tout d'abord, REACH suggère que vous collectiez toutes les informations disponibles au sujet de votre substance, quelles que soient les exigences. Les données disponibles peuvent provenir de votre entreprise, de la littérature ou de rapports externes. Dans un deuxième temps, vous devez tenir compte des informations requises qui dépendent de votre bande de tonnage. Mais gardez à l'esprit que les exigences relatives à la bande de tonnage la plus élevée dans votre CIF doivent être couvertes dans le dossier commun de l'enregistrement. Une fois que vos besoins sont clairs, vous pouvez identifier les informations manquantes. Il s'agit du data gap. Rappelez-vous qu'il y a obligation de partager les données au sein du CIF. Ainsi, les données que vous utilisez doivent être de qualité suffisante. Des données sur des substances similaires à la vôtre peuvent également être utiles à votre enregistrement. Il s'agit de la méthode du read across dont je vais vous parler plus précisément dans un instant. Si vous avez identifié les données manquantes, vous avez besoin de générer de nouvelles informations. REACH indique clairement que les tests sur animaux doivent être utilisés en dernier recours. Mais rappelez-vous que si vous voulez utiliser une adaptation à la place d'un test sur animaux, vous devez alors préparer une justification scientifique valable. Je vais vous expliquer les adaptations plus en détail. Nous venons de dire que les tests sur animaux devaient être évités autant que possible et que REACH encourage le partage des données et les adaptations allant dans ce sens. Mais nous ne pouvons pas oublier la protection de la santé humaine et de l'environnement. Voilà pourquoi les adaptations doivent être justifiées avant que l'ECA ne les accepte. Par exemple, nous entendons de plus en plus parler des modèles informatiques qui peuvent prédire la toxicité. Mais les prédictions de ces modèles ne sont pas toujours fiables. Cela dépend de la substance. Donc, vous devez inclure dans le dossier une justification expliquant pourquoi vous considérez que la prédiction est fiable pour votre substance en particulier. REACH définit les règles pour utiliser des adaptations. Ce sont des règles spécifiques, appelées ainsi parce qu'elles sont spécifiques à chaque endpoint. Les règles spécifiques sont énumérées dans la deuxième colonne de REACH annexe 7 à 10. Un exemple de telle règle est la possibilité d'omettre le test de sensibilisation cutanée si votre substance est déjà classée comme corrosive pour la peau.
L'autre type de règles pour les adaptations sont les règles générales. Elles sont appelées ainsi parce qu'elles ne sont pas spécifiques à une propriété en particulier, mais peuvent être utilisées pour adapter toute information requise. Vous pouvez utiliser des adaptations lorsque le test n'est pas scientifiquement nécessaire ou non disponible, ou lorsque vous pouvez démontrer qu'il n'y a pas d'exposition significative à votre substance. Dans les prochaines diapositives, je vais vous montrer des définitions et des exemples d'adaptations qui peuvent être utilisées lorsque l'essai n'est pas scientifiquement nécessaire. La première adaptation dont je peux parler est appelée Weight of Evidence, poids de la preuve. Le Weight of Evidence est l'utilisation en combinaison de plusieurs sources indépendantes d'informations. Il est particulièrement utile quand une seule preuve ne suffit pas à satisfaire l'information requise. Par exemple, si vous disposez d'un test non standard et que vous avez d'autres preuves à l'appui de résultats, ou si des études individuelles donnent des résultats contradictoires. Dans ce cas, un expert doit pondérer chaque différente preuve et en tirer une conclusion. Les QSAR, Quantitative Structure Activity Relationships, sont des modèles informatiques qui prédisent l'activité des substances à partir de structures chimiques. Il est préférable de les utiliser pour prédire des paramètres simples tels que les propriétés physico-chimiques, car les résultats sont moins fiables pour prédire les propriétés plus complexes. Ils sont également utiles lorsque la substance est difficile à tester, comme dans le cas d'une solubilité faible. Notez que nous avons récemment mis à jour le guide pratique de l'ECA sur les QSAR avec des exemples et des conseils pratiques. Dans ce guide, vous trouverez également une liste de logiciels, certains d'entre eux sont gratuits, et vous pouvez les utiliser pour prédire les différentes données requises par REACH. Il existe d'autres types de tests n'utilisant pas d'animaux, ce sont les tests in vitro réalisés dans un environnement contrôlé, comme des tubes à essai ou des boîtes de pétri. Les données générées in vitro peuvent être utilisées telles quelles ou comme partie d'un weight of evidence. Pour certains effets, les données in vitro sont maintenant les informations requises standard dans la première colonne et non plus une alternative aux méthodes in vivo. Le test de fixation du rouge neutre est un exemple de test in vitro qui peut être utilisé pour déterminer la toxicité aiguë dans le cadre d'un weight of evidence. La dernière adaptation dont je vais vous parler est le read-across. Le read-across est l'utilisation de données provenant d'une ou plusieurs substances pour combler les données manquantes d'une autre substance. Il est habituellement utilisé lorsque vous ne disposez pas de données pour un effet spécifique concernant votre substance, mais vous avez des données expérimentales de bonne qualité pour une substance qui est très similaire ou pertinente à la vôtre. Il est extrêmement important que vous soumettiez une justification adéquate à chaque utilisation d'un read-across, comme pour toute autre méthode alternative. Nous allons maintenant jeter un œil à quelques conseils utiles lorsque vous évaluez les données sur le danger. Il est important que vous planifiez soigneusement votre stratégie de test. Par exemple, si vous savez que votre substance est utilisée en solution et qu'elle est instable dans l'eau, vous devrez peut-être tester les propriétés des produits de dégradation. Ou si vous savez que votre substance cause une exposition par inhalation, vous devez le prendre en compte lors de la planification de la stratégie de test, car un test d'inhalation peut être nécessaire. Soyez conscient que les informations sur les dangers que vous soumettez doivent couvrir toute la composition de la soumission conjointe. Vous en apprendrez davantage à l'étape 5 de cette feuille de route, où nous allons introduire le concept de profil d'identification des substances, SIP, et des limites de composition. Un autre conseil est d'utiliser le logiciel QSAR Toolbox, il est gratuit. L'ECA et l'OCDE le développent et le mettent à jour. La QSAR Toolbox peut être utilisée pour la plupart des étapes que nous avons vues dans cette présentation aujourd'hui. Récupérer des données expérimentales, trouver des substances similaires, construisez des catégories de substances et prédisez les propriétés à l'aide de read-across et de QSAR. La classification et l'étiquetage se réfèrent au danger de votre substance. Comme l'a mentionné Catherine, vous devriez avoir déjà classé la substance en raison des exigences de la réglementation CLP. Mais la classification peut nécessiter d'être révisée avec le temps. S'il y a une classification harmonisée pour votre substance, vous devez l'utiliser. Et si davantage de données deviennent disponibles, vous devrez peut-être la modifier. Essayez de vous mettre d'accord dans votre CIF au sujet de la classification. Mais rappelez-vous que certaines substances peuvent avoir une classification différente en raison par exemple de différentes impuretés. Nous avons vu jusqu'ici la façon de recueillir des données sur les dangers, mais les informations sur les utilisations sont également cruciales pour une analyse du risque correcte. Une bonne source d'informations sur les usages et les conditions d'utilisation typiques sont les Sector Use Maps, auxquels vous pouvez accéder à partir de notre site web.
Vous devriez également vérifier les données disponibles dans votre entreprise et communiquer avec vos clients pour savoir comment ils utilisent la substance. Une fois que vous avez recueilli les données, vous pouvez préparer les informations pour votre enregistrement. Il est important que vous couvriez seulement les réels usages pertinents pour votre chaîne d'approvisionnement. Dans Euclid 6, le format pour reporter des usages a été amélioré par rapport à la version précédente. Nous allons expliquer comment rapporter des utilisations dans Euclid plus en détail dans le webinaire pour la 5e étape. Nous avons développé le logiciel Quasar. C'est un outil que nous vous recommandons d'utiliser lorsque vous avez besoin d'effectuer une évaluation de la sécurité chimique et de préparer un rapport sur la sécurité chimique. Il aide également à la préparation des scénarios d'exposition. Nous vous conseillons d'utiliser Quasar pour plusieurs raisons. C'est un outil gratuit, il prépare les CSA d'une manière harmonisée et il est capable d'échanger des données avec Euclid pour assurer la cohérence et les mises à jour plus faciles de vos données. Maintenant que nous avons parlé de la façon d'évaluer les dangers, de la classification, de l'exposition et des risques, nous pouvons conclure avec quelques messages clés. Toujours envisager des solutions alternatives avant de générer de nouvelles données. De nombreuses méthodes existent. La génération des données est un effort conjoint du CIF. Recueillez des informations sur les utilisations de vos clients pour commencer. Rappelez-vous que les tests et la préparation du dossier prennent du temps. Et enfin, pour conclure mon exposé, tirez parti des outils et du soutien de l'ECA. Utilisez le lien de notre site web que vous voyez sur cette diapositive. Merci beaucoup. Merci Andrea. Si vous avez des questions liées aux présentations de Catherine et Andrea, vous êtes invité à les envoyer en utilisant le panneau questions-réponses visible dans la fenêtre de votre webinaire. Nous répondrons au plus grand nombre possible via le panneau questions-réponses. Ne pas oublier que si votre question n'est pas traitée avant la fin du webinaire, vous pouvez toujours la soumettre à votre helpdesk national ou à celui de l'ECA. Nous passons maintenant à notre vidéo avec les bonnes pratiques et des conseils de nos parties prenantes. Quels conseils donneriez-vous à une personne enregistrant pour la première fois? Je pense qu'il faut commencer par le guide qu'on peut trouver sur le site de l'ECA. C'est le meilleur endroit où chercher pour commencer. Une fois que vous êtes au courant que vous avez des obligations à propos de REACH, toutes les informations y sont disponibles. Il y a tellement de différents types de problématiques à prendre en considération. Surtout pour les petites entreprises, c'est difficile d'apprendre tout par soi-même. Il est donc préférable de faire appel à des personnes qui connaissent REACH. Le meilleur conseil que l'on pourrait donner serait, si vous ne disposez pas de toutes les personnes qui ont des connaissances toxicologiques ou écotoxicologiques, le mieux est alors d'embaucher un bon consultant et d'être à l'aise avec lui. Assurez-vous que vous pouvez leur faire confiance, que ce consultant va faire un travail pertinent et correct, et que vous pensez que ce travail sera utilisable par vous par la suite. Il y a de nombreuses solutions pour vous aider. Les universités peuvent en être une. Il y a un certain nombre de sociétés de consulting existantes. Vous pouvez également commencer des discussions avec vos fournisseurs, avec des associations d'industriels qui opèrent en votre nom. Rappelez-vous que de nombreux aspects analytiques sont confidentiels, mais les associations professionnelles savent souvent comment les réunir de manière non confidentielle. Lorsque vous êtes à l'aise et que vous savez que vous connaissez le règlement REACH, vous pouvez vous appuyer sur des consultants externes, sur le CIF, le LR ou sur le secrétariat du CIF. Cela signifie que vous pouvez garder sous contrôle ce que font d'autres personnes travaillant pour vous ou avec vous. Commencez cette démarche au plus tôt et cherchez des conseils avisés. Même si vous devez payer beaucoup au début, cela sera bénéfique au long terme. Faites-le une fois, mais faites-le bien. La deuxième chose est de regarder la colonne des waivings et également l'annexe 11 attentivement, parce que si vous les utilisez correctement, vous pouvez gagner beaucoup de temps et vous épargner beaucoup d'efforts. Enfin, vous devez fonder votre dossier sur de la science pertinente. Ne vous contentez pas de dire « j'affirme ceci » sans donner de bonnes raisons. Il est vraiment important de tout justifier en détail. Combien de temps devrait être réservé pour les tests et l'enregistrement? Il n'y a pas tant de laboratoires de tests et de consultants que ça dans ce domaine. Ils vont être tous très occupés et si vous ne commencez pas dès maintenant, vous pourriez vous retrouver bientôt pressé par le temps pour faire votre enregistrement et l'aide dont vous pourriez avoir besoin ne sera plus disponible.
where you're desperate to do a registration and the backup that you need is just not there because there physically is not the capacity. L'échéance de 2018 peut sembler lointaine, mais il faut beaucoup de temps pour préparer les dossiers, en particulier pour les entreprises sans expérience. Il est beaucoup plus facile pour les entreprises qui ont enregistré en 2010 ou 2013, ils sont beaucoup plus au fait de la réglementation. Pour les nouvelles entreprises, il y a beaucoup de travail, ils doivent chercher des guides, ils doivent appréhender Euclid. Tout est nouveau pour eux, ils doivent donc commencer au plus tôt. Le plus long enregistrement a duré 1 an. Je dirais donc une moyenne entre 3 et 6 mois. Je ne peux pas dire que cela est vrai pour chaque substance parce que le temps requis dépend beaucoup de la substance. Si par exemple c'est une substance dangereuse, il est facile de trouver un consortium dessus, etc. Avoir le temps est un élément clé, notamment si certaines choses ne se passent pas comme prévu. Je ne pense pas à des tests qui se passent mal, mais plus si par exemple votre substance est différente de ce que vous pensiez, si elle est plus complexe, un UVCB plutôt qu'un multiconstituant, etc. Cela dépend de si vous enregistrez individuellement. Si vous êtes le seul déclarant, cela peut prendre 1 an ou 2, si vous avez tout à faire vous-même. Mais si vous vous joignez à une soumission conjointe, alors cela dépend de la rapidité à obtenir les informations d'identité de votre substance. Vous devez avoir une substance similaire pour appartenir au CIEF. Cela peut prendre quelques mois. Combien peut coûter l'enregistrement? Pour un dossier 1 à 10 tonnes, vous n'avez pas besoin de beaucoup de tests. Nous parlons environ de 30 000 € pour réaliser les tests pour ces substances. Mais vous devez communiquer avec d'autres entreprises, aller à des réunions, vous devez vous organiser. Pour les petites entreprises, il faut engager un consultant. Cela dépend aussi des données existantes, cela dépend des concurrents, cela dépend également de si vous partagez le coût avec d'autres entreprises. Il est très difficile de répondre à cette question. Il est difficile de dire quel est le coût principal. Généralement, la lettre d'accès au dossier et les données sont à l'origine de la majeure partie du coût. Mais cela peut varier, cela dépend de combien d'entreprises sont impliquées, combien sont dans le CIEF et quel type de substance vous avez, combien de tests sont nécessaires, etc. Quels sont les avantages des Sector Use Maps pour l'enregistrement? En 2008, nous avons découvert qu'il y avait un manque d'informations sur la façon dont nos produits chimiques étaient sur le marché. Nous avons essayé de trouver cette information, mais suite aux enregistrements de 2010 et 2013, nous avons été confrontés à des critiques de la part des utilisateurs en aval. En effet, ils ne trouvaient pas leurs usages dans nos dossiers d'enregistrement, dans nos fiches de données de sécurité et dans les scénarios d'exposition. Parfois, cela vous permet de prendre connaissance d'usages dont vous n'étiez pas au courant, qui n'étaient pas pleinement communiqués dans la chaîne d'approvisionnement. Afin de résoudre ce problème, nous avons investigué sur la façon dont nous pourrions regarder ces secteurs use map, afin de combiner les deux obligations que nous avons, en tant que fabricants de décrire les usages et en tant qu'utilisateurs en aval, de vérifier que leur utilisation est couverte dans nos dossiers d'enregistrement. Les déclarants doivent connaître les conditions réelles pour évaluer leurs substances et les usages dans leur dossier d'enregistrement. Avec les Sector Use Maps, le déclarant obtient de manière harmonisée et structurée toutes les informations dont il a besoin pour créer son dossier. Les utilisateurs en aval devraient profiter et utiliser les modèles existants, les remplir dès que possible, parce que les déclarants sont en train de se précipiter actuellement vers l'échéance 2018. De cette manière, les utilisateurs en aval peuvent faire en sorte que leurs usages soient vraiment couverts dans les dossiers d'enregistrement. La pire chose qui puisse arriver est que chaque utilisateur en aval contacte chaque fabricant de cette substance. Là encore, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons inventé ces Sector Use Map, afin de faciliter et de simplifier la communication dans la chaîne d'approvisionnement. Les Sector Use Maps sont beaucoup plus utiles et beaucoup plus détaillés que le guide précédent, et nous encourageons les gens à les regarder et à les utiliser.
Pour continuer avec des conseils et des exemples pratiques, nous passons maintenant au jeu de rôle. Attendons quelques secondes pour nous assurer que vous avez tous la vidéo chargée avant de commencer. Rappelez-vous que vous pouvez double-cliquer sur la fenêtre vidéo pour l'afficher en plein écran. Ok, nous pouvons commencer. Bonjour, mon nom est Eva Valkolichova et je travaille à la direction de l'évaluation de l'ECA. Le jeu de rôle que vous êtes sur le point de regarder illustrera quelques situations typiques que vous pouvez rencontrer au cours du processus de collecte de données pour votre enregistrement. Dans ces 6 scènes, nous essayons de simplifier les étapes principales que l'entreprise peut rencontrer pour recueillir et analyser les données nécessaires à l'enregistrement de leur substance. Avant de commencer, je voudrais partager quelques informations avec vous. Les entreprises utilisant la même substance doivent travailler ensemble pour partager et recueillir des informations sur les utilisations, les dangers et les risques de leur substance afin de justifier leur utilisation sûre. En étant bien organisé, vous pouvez atteindre l'objectif d'enregistrer les substances chimiques pour mai 2018. Il y a 5 activités clés dans la préparation à l'enregistrement. Vous devez comprendre quelles sont les informations requises, recueillir des données de danger, travailler ensemble dans le forum d'échange d'informations sur les substances que l'on appelle CIF, remplir les data gaps et vous mettre d'accord sur la classification et l'étiquetage. Ensuite, vous devez recueillir des informations sur les usages de vos substances et évaluer les risques et les mesures de gestion des risques qui sont en place. Si de nouvelles données doivent être générées, des alternatives à l'expérimentation animale doivent toujours être considérées en premier. J'ai invité certains de mes collègues qui auront les rôles suivants: directeur de l'entreprise, le coordinateur REACH au sein de l'entreprise, le helpdesk national et un consultant REACH. Dans ce jeu de rôle, le chef d'entreprise et le coordinateur REACH de l'entreprise se mettent d'accord sur la meilleure stratégie pour enregistrer dans les temps 2 de leurs substances qu'ils ont identifiées comme soumises à la deadline d'enregistrement REACH 2018. Nous pouvons commencer. Bonjour, hier je regardais le 11e Stakeholders Day de l'ECA et je me suis aperçu que nous devrions commencer à préparer l'enregistrement de nos substances. Je ne veux vraiment pas manquer la date limite d'enregistrement de 2018. Quelles sont les étapes que nous devons suivre? Bonjour patron, c'est exactement ce dont je vous ai parlé il y a 6 mois. Nous devons commencer à travailler là-dessus. En attendant, dès que j'avais un moment, j'ai déjà commencé à m'en occuper un peu et j'ai réussi à trouver la liste des substances préenregistrées depuis 2008. J'espère vraiment que ça couvre toutes nos substances. Nous devons déterminer les substances que nous allons certainement avoir à enregistrer d'ici 2018, ainsi que les bandes de tonnage. J'ai commencé à collecter les informations que nous avons en interne. Ok, mais l'ECA dit que l'enregistrement ne requiert que 6 étapes. C'est exact. Il n'y a que 6 étapes et ils en ont déjà présenté 3. J'ai regardé tous les webinaires dont je suis plus ou moins au courant maintenant. Nous devons surtout nous assurer que nous connaissons exactement l'identité de nos substances. Nous devons trouver nos co-déclarants, ceux qui ont également enregistré la même substance, et nous allons devoir nous mettre d'accord sur le partage des données et sur qui va jouer le rôle de déclarant principal. Ok. À propos des coûts, avez-vous une idée de combien cela va coûter ? C'est une très bonne question qui semble être ce que tout le monde se demande. Et personne ne semble avoir une réponse définitive à ce sujet. Certainement parce que cela dépend de beaucoup de facteurs très différents. D'ailleurs, je ne pense pas que je vais être en mesure de faire tout le travail moi-même. Car certains aspects sont très scientifiques. J'ai regardé sur le site web de l'ECA, ils ont beaucoup d'informations à ce sujet, mais je ne sais pas par où commencer. Qu'en est-il de leur helpdesk? J'ai cru comprendre que l'ECA a un helpdesk qui pourrait fournir des informations. C'est le cas en effet, mais je pense que nous devrions commencer avec notre service d'assistance nationale. Très bien, faisons comme ça alors. S'organiser pour l'enregistrement REACH 2018 doit être une priorité dans votre entreprise. Si vous avez suivi la feuille de route étape par étape jusqu'ici, vous êtes déjà passé par les phases précédentes et vous avez déjà fait la liste des substances que vous devez enregistrer.
Vous avez également vérifié si elles sont déjà enregistrées par quelqu'un. Vous savez qui sont les autres déclarants pour vos substances et s'il y a un déclarant principal. Votre bande de tonnage vous est connue et vous êtes au courant des informations que vous devez soumettre. Si vous n'avez pas encore commencé, vous devriez le faire dès aujourd'hui car il faut du temps pour recueillir toutes les informations nécessaires. Vous devez également vous réserver le temps d'analyser les informations recueillies, soit à partir de sources existantes ou alors en les générant. Helpdesk National, bonjour. Bonjour, nous avons préenregistré nos produits en 2008 et nous sommes en train d'essayer de comprendre ce que nous devons faire pour les enregistrer dans le cadre du règlement REACH. J'ai un certain nombre de questions, j'espère que vous serez en mesure de nous aider. Bien sûr, c'est une bonne chose que vous commenciez votre processus d'enregistrement dès maintenant. Cela peut prendre du temps. Puis-je vous poser quelques questions tout d'abord ? Est-ce que la bande de tonnage de la substance que vous fabriquez ou importez se situe entre 1 et 100 tonnes par an? La plupart de nos substances, oui, mais dans quelques cas, il s'agit juste de quelques centaines de kilos. C'est noté. Vous ne devez enregistrer que celles qui dépassent la tonne. Et connaissez-vous votre type de substance? Qu'entendez-vous exactement par type de substance? S'agit-il de substances simples ou plus complexes, comme des produits de réaction par exemple? Je pense que ce sont des substances simples, mais je vais devoir vérifier avec les chimistes. Je le note. Très bien. Je pense que maintenant j'ai une meilleure compréhension de votre situation. Comment puis-je vous aider davantage? Nous aimerions déjà savoir à quel point vous pourriez nous aider. Comme nous sommes une petite entreprise, nous avons des doutes sur notre capacité à tout faire nous-mêmes. Vous pouvez avoir des experts au sein de votre entreprise, mais vous pouvez également demander du soutien auprès d'autres co-déclarants. Vous pouvez aussi envisager l'externalisation d'une partie du travail. Par exemple, des consultants peuvent préparer votre dossier d'enregistrement et des laboratoires CRO peuvent vous aider au niveau des tests et des analyses. Nous avons également entendu parler d'associations d'industriels qui peuvent offrir des conseils et du soutien spécifique à votre secteur. C'est une bonne nouvelle. Et à propos des consultants, comment en trouver un bon? Est-ce que vous avez des conseils à ce sujet? La première chose que vous devez faire est de consulter le site web de l'ECA. Vous y trouverez une checklist pour l'embauche d'un consultant. Vous devez le contacter et tester ses compétences. Vous devez aussi vous préparer à répondre à leurs questions. Et les associations industrielles peuvent également vous fournir une liste de consultants bien connus avec de bonnes références. Mais comment pouvons-nous être absolument sûrs que le consultant sera en mesure de faire tout le travail avant la date limite de 2018? Le consultant devrait vous donner sa capacité à la fois en termes de type de prestation ainsi que le temps estimé pour l'exécution des travaux. Vous devez vérifier qu'ils peuvent gérer toutes les tâches que vous n'êtes pas en mesure de faire en interne. Et assurez-vous aussi de vérifier avec eux leur disponibilité pour mener à bien les tâches. N'oubliez pas que la feuille de route de l'ECA pour l'échéance 2018 peut vous aider à définir ce qui doit être fait. Je vous remercie beaucoup. Tout ça a été très utile. Au revoir. Un helpdesk REACH est établi dans chaque État membre. Ils fournissent des réponses à vos questions dans votre langue nationale. Le helpdesk de l'ECA peut lui être contacté spécifiquement pour des questions sur les soumissions et les outils informatiques de l'ECA. Vous pouvez également communiquer avec les organisations industrielles pour des conseils spécifiques à votre secteur et parler à vos co-déclarants, les membres du CIF. Allez dans votre compte REACH IT pour trouver les entreprises qui ont préenregistré la même substance que vous et pour pouvoir communiquer avec eux. Ils pourraient en effet déjà bien connaître REACH. Et bien sûr, il y a aussi notre site web et nos webinaires qui sont aussi là pour vous guider. Bonjour. Alors, j'ai contacté le Helpdesk national. Ils ont dit que nous devrions rassembler plus d'informations avant de contacter les consultants. Quel genre d'informations? D'abord, nous devrions rassembler toutes les informations que nous avons déjà en interne sur nos substances. Il faut également chercher si d'autres personnes prévoient d'enregistrer la même substance.
D'accord, mais pour au moins 2 de nos substances, L-cinquiphénol et EK-aldéhyde, nous sommes seuls. Je pense que nous devrions commencer par celle-là. Nous aurons besoin d'un consultant plus tard, de toute façon. Vous avez raison. Avez-vous lu le document que je vous ai envoyé? Il s'agit du guide pratique pour les dirigeants de PME et pour les coordinateurs REACH. Il a été très utile pour nous aider à préparer le dossier d'enregistrement. Je l'ai lu, oui, et je dois dire qu'il est facile à comprendre, même pour moi qui ai peu de connaissances à propos de REACH. Si je comprends bien, les exigences ne sont pas les mêmes en ce qui concerne L-cinquiphénol, que nous produisons à 4,5 tonnes par an, et EK-aldéhyde, que nous produisons à 33 tonnes par an. Avez-vous noté que dans le guide pratique, il est mentionné que nous devons également fournir des informations sur les utilisations de nos substances? Je pense donc que nous aurons besoin de recueillir les informations du marché de nos utilisateurs finaux. Je pense qu'il faut vérifier si nos clients ne l'auraient pas déjà fait pour nous. Apparemment, il y a une page EK où nous pouvons vérifier si elles sont disponibles. Ils les appellent les Sector Use Maps, je crois. Ensuite, nous devons préparer ce rapport sur la sécurité chimique à partir des informations recueillies. Oui, mais nous devons rédiger un rapport sur la sécurité chimique que pour EK-aldéhyde, pour démontrer que chaque utilisation est sans danger, parce que nous produisons au-dessus de 10 tonnes par an. Bien, nous allons préparer une liste pour nos consultants, d'accord? Oui. Pour recueillir des données pour l'enregistrement de votre substance, vous devez suivre ces 4 étapes. Premièrement, recueillir toutes les données disponibles, examiner les besoins d'information, identifier ce qui vous manque et générer de nouvelles données. Mettez-vous d'accord avec les autres membres sur la manière de vous partager le travail. Rappelez-vous que pour obtenir des informations de bonne qualité, vous devez être clair dès le début quant à l'identification de votre substance et quant à son nom tel que défini dans le guide de l'EK pour l'identification et la dénomination de la substance. Nous avons préparé un guide pratique pour les dirigeants de PME et les coordinateurs de REACH. Il explique chacune des exigences d'information en quelques pages, indiquant aussi quelle expertise est nécessaire pour évaluer et compiler les données. Cela devrait vous aider à vous décider si vous avez besoin d'externaliser certaines parties de ce travail. Ce guide sera disponible dans les 23 langues de l'Union européenne sur notre site. Vous pouvez trouver des informations sur les usages et les conditions d'utilisation typiques dans les Sector Use Maps spécifiques de secteurs, auxquels vous aurez accès progressivement à partir de l'automne 2016 sur notre site. Vous devez également vérifier les données dont vous disposez dans votre entreprise et communiquer avec vos clients pour savoir comment ils utilisent cette substance. Envisagez l'externalisation du travail si nécessaire. Vous êtes responsable de votre dossier d'enregistrement. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Suivez le travail du consultant et du déclarant principal et rappelez-vous que la soumission conjointe de l'enregistrement est une responsabilité partagée. Bonjour. Nous aimerions enregistrer 2 substances en tant que déclarants principaux. Nous avons besoin d'un soutien extérieur pour mettre en place nos dossiers d'enregistrement. Nous aimerions savoir si vous pourriez prendre en charge notre projet. Je suis très occupé en ce moment, mais voyons de quel type d'aide vous avez besoin. Pour commencer, je dois connaître le nombre et la composition des substances que vous souhaitez enregistrer, puis leur bande de tonnage pour déterminer les informations que vous devez soumettre, combien de membres font partie de la soumission conjointe, et aussi quelles informations vous pouvez obtenir au sein de votre propre entreprise. Nos substances sont des substances spéciales et nous voulons protéger nos compositions exactes. Est-ce que nous pouvons vous communiquer uniquement le type de substance? Non, j'ai besoin des compositions exactes. Et notre contrat peut inclure un accord de confidentialité. Ok, nous avons une substance inférieure à 10 tonnes par an et une autre supérieure. Quelles informations devons-nous rassembler au sein de notre société? Vous avez besoin de nombreuses informations, comme les données physico-chimiques, l'impact possible sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour la substance à plus de 10 tonnes, vous avez besoin également des informations détaillées sur les conditions d'utilisation pour tous les usages que vous couvrez et l'évaluation de la sécurité chimique. Je peux vous accompagner dans cette tâche et développer l'inventaire de vos données. Si des tests supplémentaires sont nécessaires, vous devez les réserver le plus tôt possible.
car pour certains d'entre eux, il n'y a plus beaucoup de laboratoires en capacité de les réaliser. D'accord, je comprends. Nous n'avons pas encore l'inventaire de toutes les données disponibles. Nous venons de trouver un guide pratique pour les dirigeants de PME du site de l'ECA qui décrit tout cela. Très bon départ. Pour certains paramètres que vous auriez besoin d'approfondir, il y a également des guides plus précis disponibles. J'ai regardé dans la base de données des produits chimiques sur le site web de l'ECA et j'y ai trouvé plein de données. Peut-on les utiliser dans nos dossiers? Avez-vous remarqué la mention légale? Vous ne pouvez pas copier les données. Vous ne pouvez les utiliser que si vous avez la permission du propriétaire des données. Ok, j'ai une autre question. Je sais déjà que nous allons avoir besoin d'une étude 28 jours. Pouvons-nous la faire en janvier 2018? Nous n'aurons l'argent qu'à ce moment-là. Ce serait trop tard si vous voulez soumettre votre dossier en mars 2018 en tant que LR. Le plus tôt vous commencez, le mieux c'est pour vous et pour l'éco-déclarant. Je vois. Qu'en est-il d'utiliser des approches alternatives pour avoir les données? Dans ce guide de l'ECA pour les gestionnaires de PME, on nous parle de QSAR et du read-across. Cela semble compliqué, mais intéressant si nous voulons éviter de faire certains tests. C'est ce que nous devons voir ensemble si nous nous mettons d'accord sur un contrat. Les approches alternatives sont très spécifiques des substances. Leur utilisation dépend des données disponibles. Ok, je vois, ça me semble correct. Comme nous le disions, nous aurions besoin de vous pour nous aider à développer un inventaire des informations que nous avons déjà, et pour voir les données manquantes en fonction des tonnages et des propriétés de nos substances. Très bien, je vais préparer un contrat pour une coopération sur la base de cette conversation. Je peux préparer un plan pour combler les données manquantes et un délai raisonnable pour que les dossiers soient prêts avant mars 2018. Il faut que vous compreniez quelles informations sont requises pour votre enregistrement afin d'être prêt. Ayez toujours à l'esprit que les tests sur les animaux devraient être évités autant que possible. REACH encourage le partage et l'adaptation des données, mais la protection de la santé humaine et de l'environnement reste prioritaire. Ceci est la raison pour laquelle des waivings doivent être justifiés pour que les cas puissent les accepter. REACH définit les règles pour utiliser des waivings. Il existe des waivings spécifiques à chaque endpoint ou propriété. Ceux-là sont énumérés dans la colonne 2 de REACH, annexe 7 à 10. Les waivings généraux ne sont pas spécifiques d'une certaine propriété, mais peuvent être utilisés pour adapter n'importe quelle information requise. Vous pouvez utiliser des waivings lorsque vous pouvez démontrer qu'il n'y a pas d'exposition significative à votre substance ou que les tests ne sont pas scientifiquement réalisables. Un nouveau test sur les animaux peut ne pas être scientifiquement nécessaire si vous pouvez obtenir des données appropriées en utilisant les données existantes ou des approches alternatives. Afin de mieux promouvoir l'utilisation des méthodes alternatives et le principe de l'expérimentation animale en dernier ressort, nous publions un guide pratique sur la façon d'utiliser des alternatives à l'expérimentation animale pour répondre à vos besoins d'information pour l'enregistrement REACH. Nous espérons que cela va vous aider à tirer le meilleur parti des possibilités que REACH offre et que cela sera un bon support pour vos décisions commerciales. Nous allons parler de phénol Helsinki, notre substance entre 1 et 10 tonnes par an. Nous avons rassemblé nos informations disponibles en interne, y compris des données analytiques, point d'ébullition, solubilité dans l'eau et inflammabilité. Nous avons une vue d'ensemble des usages et de l'exposition, mais nous n'avons pas encore demandé à nos clients leurs autres utilisations finales. Je vois qu'il s'agit d'une substance monoconstituante bien définie. Pour identifier les informations qui nous manquent, nous devons faire quelques recherches dans la littérature, envisager des modèles informatiques et des données de substances similaires. Je peux commencer par cela. En attendant, vous pourriez demander des données existantes aux entreprises qui ont préenregistré une substance similaire. J'ai justement été contacté la semaine dernière par une autre société. Nous allons maintenant entamer une discussion avec eux pour voir si nous pouvons utiliser leurs données et si nous pouvons devenir le déclarant principal. Il faut vraiment passer par toutes ces premières étapes avant que nous puissions décider s'il faut générer de nouvelles données et avant de communiquer le laboratoire pour effectuer les tests manquants. La dernière fois, vous avez mentionné que des modèles QSAR sont spécifiques des substances. Je suppose que nous pourrions envisager de les utiliser maintenant. Qu'en est-il pour les tests comme la tension de surface, la pression de vapeur, la toxicité aiguë? Il existe des modèles valables pour les 3 tests. Mais attendez une minute. Dans le guide pour les PME, je lis que pour la tension de surface, il n'y a pas de QSAR fiable. Ok, je n'avais pas vu ça.
Dans tous les cas, pour les deux autres tests, les modèles doivent toujours être appuyés par d'autres sources d'informations. De cette façon, nous pouvons démontrer que l'information est équivalente à celle des tests classiques. Il s'agit d'un waving qui nécessite toujours d'être considéré par un expert technique. Pour résumer, nous devons juste faire le test s'il est plus rapide et moins cher. Vous avez dit que nous étions en retard de toute façon. En même temps, en tant que déclarant, vous devez toujours tenir compte d'autres approches avant de faire des tests sur les animaux. Les tests chez l'animal devraient être effectués uniquement en dernier recours. C'est ce que nous évaluons ici. Nous pourrions également envisager des informations sur des substances similaires et construire une argumentation scientifique. Il y a des informations à ce sujet dans le guide de l'ECA sur la façon d'utiliser les alternatives aux tests. Et je pense que nous pouvons tous commencer par mettre en œuvre la stratégie dont nous avons parlé jusqu'à présent. Souhaitez-vous parler d'autre chose ? Pour un enregistrement standard à la bande de tonnage 1 à 10 tonnes par an, vous devez répondre aux informations requises figurant à l'annexe 7 de REACH. Vous avez besoin d'un ensemble d'informations physiques, chimiques et quelques informations toxicologiques et écotoxicologiques. Cette liste est également disponible sur notre site web. Vous pouvez voir que pour un enregistrement standard 1 à 10 tonnes par an, vous aurez normalement besoin d'un test sur les animaux vertébrés. Étant donné que sous REACH, la réalisation de tests sur les animaux est le dernier recours, d'autres méthodes doivent être considérées dans un premier temps, et vous devez pouvoir montrer que vous avez eu cette démarche. Pour mieux comprendre les modèles informatiques qui peuvent être utilisés pour prédire les propriétés des substances chimiques, nous vous recommandons de jeter un œil au guide pratique sur la manière d'utiliser les QSAR. Exigences pour les substances de 10 à 100 tonnes par an, REACH annexe 8. Il est temps de vérifier l'avancement. Où en sommes-nous avec notre dossier ECA-aldéhyde? Le temps passe très vite. Pour ECA-aldéhyde, nous avons besoin de recueillir davantage de données puisque nous sommes au-dessus de 10 tonnes par an. Nous avons également encore besoin de recueillir des informations sur les usages de nos utilisateurs en aval. Nous pensons utiliser les Sector Use Maps. Oui, et nous avons besoin de discuter les résultats des tests in vitro pour l'irritation cutanée et oculaire. Il y a un problème? Eh bien, pas vraiment un problème en tant que tel. Les résultats montrent que la substance est irritante, mais ils nous permettent de classer la substance comme cela est requis par REACH. Le côté positif est que nous ne devons pas faire plus de tests sur les animaux. Mais qu'en est-il des tests de screening pour les études de reprotoxicité et de toxicité développementale, pour voir des effets sur les générations suivantes? Nous n'avons pas d'alternative. Nous devons faire ces tests, n'est-ce pas? Ici, nous allons avoir un problème avec le calendrier. Excusez-moi, ça vous dérange si je réponds? Bonjour, ici John, comment puis-je vous aider? Oui, bien sûr, nous pouvons vous aider à trouver un laboratoire. Pardon? Je ne crois pas vous avoir entendu correctement. Avez-vous dit que vous deviez commencer les tests aujourd'hui pour une étude de screening? Non, le premier créneau est dans 3 mois, je crains. Oui, c'est ça. La disponibilité est faible. Excusez-moi, je suis avec un client. Je vous rappellerai plus tard. Au revoir. Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà en retard. Où en étions-nous? Ah oui. Sachez que pour les tests comme celui-ci, si les résultats montrent qu'il y a des effets nocifs graves, nous pouvons avoir besoin de faire plus de tests. Plus de tests sur les animaux? Mais s'ils ne sont pas répertoriés pour la bande de tonnage, nous n'avons pas besoin de les faire, si? Mais si les résultats ne sont pas suffisants ou non concluants, vous devez envisager d'effectuer d'autres tests sur les animaux qui sont normalement requis pour les substances à tonnage plus élevé. Quoi qu'il en soit, avant d'effectuer un tel test, vous devez d'abord soumettre une proposition d'essai à l'ECA et attendre qu'ils approuvent. Seulement après cela, vous et le codéclarant pouvez réellement commencer le test. Mais si les laboratoires sont occupés, cela prendra trop de temps. Pouvons-nous continuer à vendre notre ECA-aldéhyde avant que nous obtenions tous ces résultats? Voilà pourquoi nous nous dépêchons de trouver les meilleures solutions pour vous. Rappelez-vous que nous devons encore regarder si nous trouvons des données sur des substances similaires. De cette façon, je peux essayer de réaliser un read-across. L'ECA a publié beaucoup de conseils sur la façon de le faire, et même sur la façon dont il les vérifie.
Ça n'est pas une technique facile car nous devons démontrer que les substances sont vraiment similaires et auraient des effets similaires chez les humains et l'environnement. Ok, eh bien, nous voulons évaluer la meilleure option pour notre substance. Nous pouvons revenir dessus un peu plus tard. N'oubliez pas de nous faire savoir quelles sont les informations dont vous avez besoin pour la préparation du dossier. Par ailleurs, pour les usages, nous avons contacté les 3 associations les plus pertinentes pour voir si elles peuvent nous fournir des informations. Parfait, nous avons fait le tour, je pense. Je vous revois dans 2 semaines. Nous devrions essayer d'être aussi complet que possible à ce stade, car un dossier de qualité est moins susceptible d'être sujet à une demande d'informations supplémentaires par les cas plus tard. Pour un enregistrement standard pour la bande de tonnage 10 à 100 tonnes par an, vous devrez fournir encore plus d'informations écotoxicologiques et toxicologiques sur la substance, en plus des informations qui sont nécessaires à l'enregistrement pour un dossier 1 à 10 tonnes. Après avoir recueilli toutes les informations, la dernière étape est d'évaluer le risque de la substance à partir du danger et de l'exposition. Si vous trouvez que le risque dépasse les limites de sécurité, vous devez mettre en œuvre des mesures de gestion des risques et définir les conditions d'utilisation de sorte que l'utilisation de la substance devienne sûre, puis recalculer le risque. Si vous fabriquez ou importez votre substance au-delà de 10 tonnes par an, vous aurez besoin pour documenter votre évaluation de la sécurité chimique d'un rapport sur la sécurité chimique appelé CSR. Si votre substance est classée, votre CSR doit inclure une évaluation de l'exposition et des scénarios d'exposition décrivant les conditions sûres d'utilisation. Pour vous aider à réaliser votre évaluation de la sécurité chimique et préparer votre rapport de la sécurité chimique, l'ECA a développé une application appelée KESAR qui est disponible gratuitement à partir du site de l'ECA. Nous avons désormais résumé toutes les mesures à prendre pour évaluer les dangers et les risques de vos produits chimiques. Je souligne encore l'importance de comprendre quelles sont les données requises, de sorte que vous puissiez construire un dossier conforme et complet. Rappelez-vous que l'ECA vérifie que le dossier est bien complet lorsque vous le soumettez. Si vous soumettez un dossier incomplet, vous mettez donc en danger votre enregistrement. Si votre substance a déjà été enregistrée et que vous êtes membre d'une soumission conjointe, il est tout de même important de comprendre vos besoins d'information afin que vous compreniez ce que vous rejoignez et que vous puissiez vous assurer que vous ne payez pas pour des données dont vous n'avez pas besoin pour votre bande de tonnage. Si des données sont manquantes pour votre enregistrement, rappelez-vous que vous devez d'abord vous mettre d'accord dans le CIF sur la façon de générer l'information. Ayez à l'esprit que l'expérimentation animale doit être le dernier recours. Examinez attentivement les informations de danger que vous recueillez ou générez dans le CIF, ainsi que vos informations d'exposition. Certaines de ces informations peuvent être nouvelles pour vous, et vous pourriez avoir à repenser les mesures de gestion des risques que vous aviez mises en place auparavant. Vous pourriez également avoir à mettre à jour vos fiches de données sécurité. Votre objectif principal est de vous assurer que vous et vos clients utilisez la substance en toute sécurité. J'espère que vous avez trouvé ces exemples utiles. Vous pourrez regarder à nouveau la vidéo après le webinaire sur notre chaîne YouTube. Maintenant, il est temps de commencer notre séance de questions. Je serai rejoint par Eva Valkovikova, George Cartledge et Andrea Ghisi, qui répondront à quelques-unes des questions récurrentes sur le sujet. Questions-réponses. Nous allons passer à la première question. Nous entendons partout que l'expérimentation animale ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Les annexes de REACH listent un grand nombre de tests sur vertébrés. Alors, comment devrions-nous procéder à la compilation des données pour un dossier d'enregistrement pour 10 à 100 tonnes? Je pense que nous devons donner un peu le contexte. Le principal objectif de REACH est d'assurer que les producteurs et les importateurs comprennent quelles sont les priorités de chacune de leurs substances et qu'ils puissent utiliser leurs substances d'une manière sûre, qui minimise le risque pour la santé humaine et l'environnement. Cela signifie donc que des informations doivent être générées sur les effets de ces substances. Et REACH liste les informations exigées pour cela, et cela inclut des informations provenant de tests sur les animaux. Dans le même temps, REACH a mis l'accent sur la prévention des essais inutiles sur les animaux, notamment les essais sur les animaux vertébrés.
REACH est l'équilibre trouvé par la législature entre ces deux notions. Et je voudrais aussi parler de l'obligation de partage des données dont nous avons discuté dans le webinaire précédent qui a été implémenté par REACH exactement pour cette raison. Dans le but de ne pas dupliquer les mêmes tests, les déclarants doivent partager les études existantes et également se mettre d'accord sur qui effectuera un nouveau test si nécessaire. Oui, et le partage des données est une très bonne façon d'éviter les essais sur les animaux. Mais si les données ne sont pas disponibles du tout, il est encore possible d'éviter l'expérimentation animale par des méthodes alternatives. Comme nous l'avons vu dans ma présentation, il y en a beaucoup de reconnus par REACH. Les QSAR, read across, groupement de substances, les tests in vitro, qui peuvent être des exigences standards ou être combinés avec d'autres informations et faire partie d'un weight of evidence. Nous venons de publier 2 guides qui nous aideront à prendre en compte les alternatives à l'expérimentation animale. Le premier est sur les méthodes alternatives en général et l'autre concerne le QSAR. Ok, merci beaucoup. Dans votre présentation, vous présentez le QSAR comme une alternative. Une personne demande s'ils peuvent être utilisés pour toutes les données. Dans ma présentation, j'ai mentionné la liste de waiving ou d'adaptations comprenant le QSAR qui relève des règles générales en principe applicables à tous les endpoints. Et je tiens également à souligner que l'ECA ne peut pas accepter les waivings si elles ne sont pas dûment justifiées. Les experts seront d'accord avec moi si je dis que, pour les paramètres les plus complexes, nous ne disposons pas encore de modèles qui sont en mesure de saisir toute cette complexité et donner des résultats fiables. Voilà pourquoi nous vous conseillons d'utiliser le QSAR dans une approche de weight of evidence. Il est également très important de comprendre que l'utilisation d'un modèle scientifiquement valide ne signifie pas que la prédiction sera acceptée en tant que telle. En effet, nous voulons une explication et une justification spécifique pour votre substance en particulier. Ok, merci beaucoup. Question suivante. J'enregistre une substance entre 10 et 100 tonnes. Et il me semble y avoir beaucoup de tests requis. Y a-t-il moyen de diminuer le nombre de tests? Le déclarant devrait, avec un expert, construire une stratégie de test astucieuse spécifique de sa substance. Vous pouvez planifier un ordre pour effectuer les tests basés sur l'hypothèse selon laquelle un test peut influencer sur la nécessité d'un autre test. Cela vous aide à économiser du temps et de l'argent. Cela permet également d'éviter l'expérimentation animale inutile. Voici un exemple. Si vous avez besoin d'une étude de toxicité orale aiguë et d'une étude à dose répétée, vous pouvez envisager d'utiliser une stratégie de test intégrée que vous pouvez trouver dans le guide de l'ECA qui stipule que vous n'avez pas besoin de réaliser l'étude de toxicité aiguë. Dans le meilleur des cas, l'ECA estime que vous pouvez satisfaire aux exigences d'information pour la bande de tonnage 10 à 100 tonnes avec seulement 3 tests sur vertébrés. Dans le cas où vous concluez que vous devez générer de nouvelles informations, il est alors préférable d'envisager d'embaucher un laboratoire spécialisé pour faire ces essais. En effet, la méthodologie de l'essai doit être appropriée et le test doit être pertinent pour cette substance. Ok, merci beaucoup. Vu que vous venez de mentionner les mots pertinents et appropriés, j'ai une question connexe. Est-ce lié à une information de bonne qualité? Sinon, que signifie vraiment une information de bonne qualité dans la pratique? Il y a en fait 3 critères de qualité des données dans REACH. Les informations que vous fournissez doivent être adéquates, pertinentes et fiables. Adéquate signifie que la personne lisant votre information doit être convaincue que vous avez satisfait aux exigences d'information de REACH. Ainsi, par exemple, si vous fournissez une étude, elle doit remplir tous les critères de la directive de test correspondante. La pertinence signifie que vous devez fournir l'information à propos de la propriété qui est requise. Il semble assez évident, si un test de solubilité dans l'eau est demandé, nous pouvons nous attendre à avoir un test de solubilité dans l'eau et pas autre chose. Enfin, fiable signifie que l'information est basée sur une source de confiance. Vous pouvez attribuer une note de 1 à 4. Ainsi, par exemple, si vous avez un test selon une directive de test standard
fait dans les bonnes pratiques de laboratoire, le score le plus haut lui est assigné, c'est-à-dire 1. Si vous avez des informations que vous trouvez ailleurs et que vous n'avez pas d'informations sur le protocole, vous assignez à cette étude un score plus bas. Le score peut être 3 ou 4 selon la source. Ok, merci beaucoup. Passons maintenant aux justifications sur les wavings que vous mentionnez. Comme quoi les wavings doivent être dûment justifiés. Pourriez-vous m'expliquer ce qu'une justification appropriée contient et ce qui serait nécessaire pour vous convaincre? Les wavings doivent être scientifiquement justifiés. Si un test est existant et que vous ne le réalisez pas, vous devez avoir une bonne justification. Les possibilités de waving sont précisées dans les annexes du règlement REACH dans la colonne 2. Celle-ci énonce les raisons pour lesquelles vous pouvez adapter les exigences d'information, de sorte que vous puissiez ne pas avoir à fournir le test. Il existe d'autres wavings à l'annexe 11. And these again specify the conditions under which you might adapt the information requirement for a test. Je voudrais ajouter quelque chose. Très souvent, dans les dossiers d'enregistrement, nous voyons la raison non réalisable techniquement. Le déclarant affirme qu'il est techniquement impossible d'effectuer ce test. Ce qui n'est pas suffisant, car nous souhaiterions également la justification scientifique de pourquoi est-ce qu'il n'est pas scientifiquement réalisable. Et de même, si la personne utilise un read-across ou un QSAR, cela implique une justification scientifique encore plus élaborée. Pour le read-across, il faut préciser pourquoi il est pertinent et pourquoi il peut être utilisé. Ok, merci beaucoup. Une autre question. Je remarque que dans les annexes de REACH où les exigences d'information sont définies, on dit parfois qu'il faut envisager d'autres tests, comme dans le critère de toxicité à court terme pour les poissons. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? En pratique, par exemple pour ce critère de la toxicité à court terme pour les poissons, cela signifie que cela dépend de la substance elle-même. En effet, si la substance a une faible solubilité dans l'eau, il faut plutôt d'abord faire le test à long terme que celui à court terme. Dans ce cas, les déclarants doivent soumettre la proposition d'essai tout d'abord à l'ECA, avant même d'effectuer le test. Et le déclarant doit attendre la décision de l'ECA pour savoir si le test peut être réalisé ou non. Cela permet d'assurer que la génération d'informations correspond bien aux besoins d'informations réels et cela évite des tests inutiles sur les animaux. C'est également valable pour d'autres propriétés comme la mutagénicité et les tests de toxicité répétés. Pour les études de mutagénicité pour les substances 10 à 100 tonnes par an, si l'un des 3 tests in vitro que vous avez à faire donne un résultat positif, alors vous devez préparer un test in vivo, même si ces tests sont normalement requis pour les substances importées et produites à des volumes plus élevés. Ce sont les tests décrits dans l'annexe 9 et 10. Comme l'a dit Eva, avant d'effectuer un tel test, vous devez soumettre une proposition d'essai à l'ECA, car ce sont des tests plus complexes, plus chers et nécessitant plus d'animaux. Une fois seulement que l'ECA vous a donné son feu vert, vous pouvez réaliser le test. Ok, donc si je comprends bien, dans ces cas-là, le déclarant ne ferait pas le test avant de soumettre l'enregistrement. Oui, c'est exact. Comme nous le disions précédemment, le déclarant doit inclure la proposition de test dans le dossier d'enregistrement pour que l'ECA l'évalue. Il y aura tout d'abord un appel public pour trouver si des informations pour cette propriété sur cette substance sont disponibles. Puis, si ce n'est pas le cas, la validité scientifique du test proposé sera évaluée par l'ECA et par les États membres. Soit la proposition de test est validée, ou alors elle est modifiée ou rejetée. Cela permet de voir si cela est nécessaire ou non de tester. Ok. Et rappelez-vous, pendant ce temps, vous êtes légalement sur le marché en attendant d'obtenir la décision. Un dernier message à ce sujet. Avant que les déclarants ne mènent ou proposent un nouveau test sur des vertébrés, ils doivent envisager des méthodes alternatives. Et il est de bonne pratique de garder des traces de ces recherches. En fait, ces considérations font partie de la proposition d'essai. C'est obligatoire.
Merci, George. Passons maintenant au rapport de sécurité chimique, le CSR. Vous avez mentionné à plusieurs reprises que le rapport sur la sécurité chimique pour les enregistrements de plus de 10 tonnes est nécessaire. Que devons-nous faire si nous enregistrons dans la bande de tonnage de 1 à 10 tonnes? Pour cette bande de tonnage, vous ne devez pas fournir de CSR, c'est correct. Mais vous devez quand même fournir quelques informations sur les utilisations et l'exposition comme il est indiqué dans l'annexe 6 de REACH. Donc en pratique, ce que nous conseillons est de compléter la description des usages appropriés dans Euclid. Dans la même section, vous pouvez aussi indiquer et justifier l'absence d'exposition le cas échéant. Contrairement aux dossiers qui nécessitent un CSR, dans ce cas, vous ne devez pas fournir une pièce jointe à votre dossier. Passons maintenant aux changements dans les exigences des annexes et au partage de données existantes. Ma substance a déjà été enregistrée en 2013 et je dois rejoindre la soumission conjointe avec un tonnage de 1 à 10 tonnes par an. Le LR m'a informé des données disponibles pour le partage. Ce pack contient des données Vivo pour 3 tests, irritation cutanée, irritation oculaire et sensibilisation cutanée. Maintenant, sur la base des changements dans les exigences des annexes de REACH, je devrais fournir seulement une étude in vitro. Suis-je obligé de partager les tests existants sur les animaux? Puis-je les utiliser ou devrais-je exécuter des tests in vitro à la place? Tout d'abord, le déclarant principal ne peut pas vous obliger à partager ou à acheter des données in vivo, car elles ne sont pas requises pour vous. Cependant, cela peut être bénéfique pour vous d'utiliser ces données, car vous êtes déjà sûr des résultats de ces études. Si le test est déjà disponible, vous pouvez donc bien sûr utiliser ces données pour l'enregistrement. Et cela vaut pour les 3 tests mentionnés: irritation de la peau, irritation de l'œil et sensibilisation cutanée. Ok, merci beaucoup. Les opt-out ont été mentionnés lors des présentations. Une personne se demande sur quelle base sont-ils vraiment réalisables. En effet, il faut qu'il y ait une raison valable pour réaliser un opt-out et pour pouvoir se retirer de la soumission conjointe pour un endpoint. Il y a 3 types possibles de scénarios pour un opt-out. Vous pouvez soit ne pas être d'accord avec le choix des données faites par le déclarant principal. Vous pouvez également trouver que les données du dossier commun sont excessivement coûteuses pour vous. Ou encore, la présentation conjointe de ces données vous amènerait à divulguer des informations trop confidentielles. Dans tous les cas, le déclarant doit fournir une justification valable de son choix de se retirer de la soumission conjointe pour un endpoint ou plus. Si je peux ajouter quelque chose sur les opt-out, je pense qu'il convient de souligner qu'ils sont faits par endpoint. En d'autres termes, vous devez considérer et justifier votre opt-out pour chaque endpoint de la partie conjointe du dossier. Par défaut, vous devez soumettre conjointement ce à quoi nous nous attendons. En réalité, nous pouvons même choisir des dossiers pour des contrôles de conformité parce qu'il y a des opt-out. Ok, merci beaucoup. Passons maintenant à une question plus générale. Quel type d'expertise est nécessaire pour réaliser un enregistrement commun? Pour réaliser un enregistrement, vous avez besoin de compétences larges. En bref, vous avez besoin d'une expertise juridique pour comprendre REACH et ses exigences, d'une expertise administrative pour faire face à Euclid et le partage des données et le CIEF. Également indispensable, des compétences scientifiques et techniques pour la partie toxicologique, ainsi que la connaissance des outils informatiques, Euclid, REACH-IT et QSAR Toolbox. Bien sûr, cette expertise peut être partagée au sein du CIEF. Nous ne nous attendons pas à ce que chaque déclarant puisse gérer tout ça. Oui, en effet. Il est également reconnu que tous les déclarants ne sont bien sûr pas capables de tout faire par eux-mêmes. Nous leur recommandons donc d'utiliser des consultants pour préparer leur dossier d'enregistrement. Et bien évidemment, les tests doivent être faits dans des laboratoires. D'après ce que nous avons entendu, l'échéance de REACH 2018 approchant, les laboratoires sont désormais très occupés. Nous recommanderons donc aux déclarants de préparer leur dossier d'enregistrement dès maintenant. Une dernière remarque, je voudrais dire que nous avons la page web REACH 2018 qui peut être utilisée comme un outil qui dirigera le déclarant vers les informations dont il a besoin afin de préparer un bon dossier d'enregistrement.
Ok, merci beaucoup. Le temps prévu pour cette session de questions-réponses est maintenant écoulé. Merci beaucoup à nos intervenants et merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez trouvé des informations utiles et rappelez-vous que vous pouvez toujours contacter votre helpdesk national ou le helpdesk de l'ECA pour plus d'informations. Merci. Nous arrivons à la fin du webinaire. Merci à vous et à nos intervenants. Si vous ne recevez pas de réponse à votre question à la fin du webinaire, contactez SVP, votre helpdesk national ou celui de l'ECA. Rappelez-vous que vous serez en mesure de trouver l'enregistrement du webinaire et des documents de support sur les pages web de REACH 2018. Comme mentionné au début du webinaire d'aujourd'hui, nous avons déjà couvert la connaissance de votre portefeuille de substances, comment trouver vos co-déclarants et partager les données. Une fois que les données ont été échangées dans le CIEF et que les informations sur les usages, les dangers et les risques ont été compilées, le LR et les déclarants membres doivent soumettre ces informations à l'ECA sous la forme d'un dossier Euclid. Le prochain webinaire de la série REACH 2018 a lieu le 4 octobre 2016 et il vous donne un aperçu des concepts de base de Euclid. Nous aborderons également la façon d'entrer des données dans Euclid, valider les données et créer un dossier qui peut être ensuite soumis à l'ECA. Le webinaire sera adapté pour les débutants et pour les utilisateurs qui ont déjà travaillé avec l'outil. Vous pouvez déjà vous inscrire à ce webinaire sur notre site. Si vous ne l'avez pas déjà fait, rappelez-vous de vous abonner à nos news de la page de l'ECA pour rester à jour. Avez-vous trouvé le webinaire utile? Lorsque le webinaire finira, vous serez automatiquement redirigé vers un questionnaire. S'il vous plaît, prenez le temps de partager vos commentaires et suggestions avec nous afin que nous puissions continuer à développer nos webinaires pour répondre à vos questions. Rendez-vous à nouveau en octobre.